De sa saison, même avec Mike Jones. Le PSG New Look cartonne, c'est la victoire de la jeunesse. Les Parisiens décidément surprennent, à Sceaux, c'est la belle histoire du promu. On a fait le ménage sur la côte et ça marche, Antibes revit. Limoges-Portez, c'est le choc de la décennie, duel musclé. Le CSP gagne tout dans l'Hexagone, coupe et championnat. Le match de l'année, Villeurbanne-Portez, dribble, passe et dunk. On commence cette rétro avec l'équipe de Cholet. Pourquoi Cholet? Tout simplement parce qu'elle a été la première à briller dans le championnat de France. À l'arrivée, ils sont restés très longtemps en tête du classement. Oui, mais problème, Cholet n'a pas réussi à passer l'hiver. Les défaites se sont enchaînées. À l'arrivée, il n'y a aucun titre pour la formation de Laurent Buffard. Plus grave encore, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que ça n'est pas la première fois que ça leur arrive. C'est le syndrome Choletais. Depuis plusieurs saisons maintenant, l'équipe de Cholet figure parmi les ténors du championnat de France. Problème, l'équipe de Cholet n'a jamais gagné le championnat de France. Mike Jones est peut-être l'un des meilleurs Européens évoluant actuellement en Europe. De retour de Barcelone, après avoir joué à Pau, il voulait montrer à tous l'étendue de son talent. Ensemble, Mike Jones et le Cholet Basket devaient réussir de grandes choses cette saison. À l'arrivée, c'est raté. Cholet n'est pas champion, loin s'en faut. Cholet ne jouera pas en championnat d'Europe et Cholet n'a pas atteint la finale de la Coupe d'Europe. Bilan, toujours pas le moindre titre. Ça commence à devenir lassant pour le président Léger. Et pourtant, qui l'aurait cru en début de saison? Flashback. Nous sommes à l'automne et les Choletais marchent bien, très bien. Ils engrangent les victoires les unes après les autres et ça ne gâche rien. Ils ont peut-être le jeu le plus spectaculaire du championnat de France. Mike Jones est dans le top 3 des marqueurs du championnat. Antoine Rigaudot est encore meilleur cette saison. Et Bruno Coquerand, de retour de Villeurbanne, explose sous les panneaux. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bilan à la mi-saison, impressionnant. Seul en tête du championnat avec 12 victoires pour une seule défaite. Dans les Mauges, on y croit. Enfin, on va pouvoir inscrire la première ligne au palmarès jusqu'alors vierge des Choletais. Malheureusement, il y a encore la phase retour à jouer. Et allez donc savoir pourquoi tout se dérègle. Cholet ne joue plus, Cholet ne gagne plus. Ou si peu. 6 victoires pour 7 défaites dans la deuxième partie du championnat. Incroyable effondrement. Enfin, pas si incroyable que ça, il s'agit tout simplement de ce que l'on appellera le syndrome Choletais. Remontons dans le temps pour essayer de comprendre. L'an passé, l'équipe tourne bien, va jusqu'en finale du tournoi des As, puis se fait manger en 8e de finale en play-off par Dijon. Il y a 2 ans, 18 victoires en 20 matchs de championnat, Cholet en tête pendant plusieurs semaines, mais éliminé en demi-finale des play-offs. Il y a 3 ans, les Choletais terminent 2e de la saison régulière, mais se font éliminer en quart par le Racing. Bon, on va arrêter là l'extraordinaire énumération des fins de saison calamiteuses. Voilà pour le syndrome Choletais. Essayons quand même de trouver des explications, disons, rationnelles. D'abord, on va rapidement passer sur la blessure de Winston Kreight, puisque Vargas l'a remplacé efficacement dans la première moitié du championnat. Passons également sur l'absence longue durée de Van Butzel, puisque là aussi, ça ne s'est pas senti entre septembre et janvier. Et pourtant, c'est quand même dans les blessures qu'il faut chercher les raisons de l'échec, selon Laurent Buffard. Celle d'Evano par exemple, celle de Coquerand aussi, celle de Zahir. À l'arrivée, Cholet a souvent tourné avec 6 joueurs, ce qui est trop peu pour un championnat entier. Tournons la page noire de cette saison, il faut faire table rase du passé maintenant. Mais si Cholet est en tête à mi-course du prochain championnat, on n'empêchera pas certains supporters vendéens d'être inquiets. Le syndrome Choletais n'est peut-être pas fini. L'une des équipes responsables de la série noire de Cholet, cette saison, il s'agit du PSG Racing. Le PSG Racing qui s'était imposé en play-off face à la formation de Laurent Buffard. Un PSG Racing New Look. Exit les grandes stars, sont arrivés un nouveau coach et des jeunes qui en veulent terriblement. C'est Chris et les Young Boys. À la fin de la saison dernière, cet homme aurait pu choisir la facilité, rester à Dijon, là où il avait réussi l'un des plus gros coups de l'histoire du championnat de France. Quand Chris Singleton est arrivé à la JDA, il avait trouvé Waterloo, une victoire en 18 matchs. Il insuffle son esprit et Dijon, ressuscité, termine par 16 victoires en 20 matchs, avec à la clé une place en Coupe d'Europe. Ahurissant.
Mais cette saison, plutôt que de récolter le fruit de ses efforts, il préfère reprendre ses valises pour arriver à Paris, sollicité par le PSG Racing. Paris réputé cimetière des entraîneurs. J'ai parlé avec Charles Bietri du recrutement. Les trois noms qui étaient cités, c'était Laurent Serra, Yann Bonato et Jean-Marc Sétier, que nous, on pensait que c'était les trois meilleurs jeunes à leur poste, dans leur catégorie d'âge. Donc c'était déjà pour nous un départ. Si on pouvait avoir ces trois joueurs-là, on pouvait commencer à travailler sérieusement. Oui, le Racing PSG a décidément bien choisi. Charles Bietri a fait le ménage à l'intersaison. Les stars sont partis, à part Courtinard. J'entends Kevin McGee, Hufnagel, Dubuisson. Et sont arrivés les jeunes. Yann Bonato en tête, en provenance d'Antibes. C'est la bonne affaire du PSG Racing. S'il y avait un joueur d'avenir à recruter, c'était bien Bonato qu'il fallait choisir. Maintenant, après sa première saison à Paris, il a explosé. C'est l'un des meilleurs Français du championnat, tout simplement. Belle plus-value pour le PSG. Mais Bonato n'est pas seul à participer au rajeunissement des cadres. Outre les joueurs que Chris Singleton a cités, il faut aussi compter avec les 23 ans de Régis Racine et même les 25 ans de Stéphane Lauvergne. En tout, le groupe accuse une moyenne d'âge de 23 ans. Un groupe à la mentalité exemplaire. Je pense que ce n'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'estime que les jeunes actuellement, les joueurs qui sont considérés comme des jeunes, les générations Bonato, Rissager, Sierra, ainsi de suite, ce sont des joueurs qui sont à 100% professionnels, à 100% impliqués dans leur travail, dans leur club. Et je pense que c'est plus facile d'entraîner des joueurs qui ont cet état d'esprit-là. Seul point noir, le cas Ciara. Laurent, 21 ans seulement et grand espoir du basket français, a quitté son club de Hier-Toulon sans l'accord de ses dirigeants, à qui il devait encore plusieurs années de contrat pourtant. Lui, l'approbé et ne trouve pas ça idéal pour progresser et il débarque à Paris, mais ne jouera pas de la saison. Gâchis. Laurent Serra aurait pu aussi bien se blesser le premier jour de l'entraînement et pas jouer pendant l'année comme Georgie Adams a fait ou un autre joueur. Donc je dis que c'est la fatalité qu'il faut l'accepter. Régis Racine a pris sa place, ça lui a permis aussi de grandir comme joueur, ça lui a permis aussi de devenir un meneur de jeu de grande classe. Donc c'est vrai que c'était très dur pour Laurent Serra, mais je dis que Laurent Serra a suivi ses pensées, a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc moi j'ai le plus grand respect pour ce qu'il a fait. Mais maintenant, c'est vrai qu'on pourrait évidemment dire que si on avait Laurent Serra, peut-être on a battu Antibes en demi-finale, peut-être on a fait autre chose. Mais je pense que c'est pas vrai. Ce groupe-là travaille dans le même sens. Laurent Serra dans le groupe aurait peut-être changé quelque chose. Dans quel sens, on ne sait pas. Malgré Ciara absent, la saison reste effectivement exceptionnelle. 6e à la fin de la saison régulière avec une place en demi-finale de la Coupe Busnel et des playoffs marqués par une grosse perf. Une perf qui a particulièrement touché Chris Singleton. C'est le troisième match contre Cholet à Cholet où je pense que les gens nous donnaient très peu de chances de gagner ce match-là. Le deuxième, on a dit oui, c'est évident, ils ont gagné parce qu'ils étaient à Coubertin, parce que c'est normal, ils ont bien joué le premier match, mais le troisième match à Cholet, impossible de gagner à cause de l'ambiance, à cause des qualités de Cholet. Donc c'était le premier match, je crois qu'on a vraiment vu cette équipe soudée collectivement au niveau basket très au point. Et je crois que c'était une très grande satisfaction pour moi cette soirée-là. Il reste 6 secondes avec une faute. Faute d'Antoine Rigaudot, c'est sa 5e faute. Et le public et l'équipe de Cholet ont l'impression de revivre le cauchemar de la belle face à Vitoria. Oui, en Coupe d'Europe, en demi-finale. Très difficile à encaisser. Évidemment, le geste de Fortier va rester longtemps dans les discussions et les analyses d'après-match. L'Auvergne, ça fait 4 points. Ça veut dire qu'il faut plus d'une possession de balle. L'Auvergne pour son deuxième. Le score 69-65. Le PSG est pratiquement en demi-finale. Il le rate. Mike Jones. C'est terminé. 69-65, qualification ici du PSG Racing dans une ambiance très très tendue, il faut bien reconnaître. Cholet a craqué. Ce formidable état d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'inédit au sein du PSG Racing, quasiment du jamais vu à Paris. Et maintenant, il n'y a pas de raison pour que cela change la saison prochaine.
Entre Singleton, apôtre du courage, du cœur et de la discipline, et ses kids, vaillants et doués, la mayonnaise est bien montée. Montée jusqu'où mystère, avec une équipe qui possède une telle marge de progression, ça peut aller haut, très haut. Le basket a vraiment bien marché cette saison à Paris. Outre le PSG Racing que l'on vient de voir, il y avait également cette saison 2 autres formations en Pro A. Il s'agissait de Levallois et de Sceaux. Alors si à Levallois on a connu quelques petits problèmes, en revanche à Sceaux, c'était la superbe surprise, promu de Pro A et à l'arrivée une grande saison, grâce notamment à un joueur, il s'appelle Hervé Dubuisson, Dub, la main chaude. Cet homme est un monument du basket français. Hervé Dubuisson, plus jeune de l'histoire de l'équipe nationale à 16 ans, 8 fois meilleur marqueur du championnat. Cet homme est un phénomène aussi. Il a maintenant 37 ans, avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, et il est toujours là. Et à son âge, Dub reste encore le meilleur dans son rôle, celui de shooter. Et oui, si à bientôt 40 ans, on n'a plus de jambes exceptionnelles, en revanche, on peut garder des mains en or, et là, il est plutôt gâté, Papy Dubuisson. Pour moi, Hervé a toujours été un très grand joueur. Cela dit, c'était pas évident qu'à 36 ans, il réalise une saison aussi extraordinaire. Personnellement, je l'attendais à une quinzaine de points de moyenne. Il a terminé à 4 points du meilleur marqueur français. Je crois qu'il est allé au-delà de ce que nous pensions. Mais vous savez, avec ce diable d'homme, on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Et je crois qu'il n'a pas fini. Voilà, tout est dit. Aussi ahurissant que ça puisse paraître, Hervé Dubuisson termine cette saison deuxième marqueur français du championnat de France, ex-aequo avec Yann Bonato, à 1/10 de point seulement de Hugo Cancé. Et ça n'est pas tout. Au passage, il est élu meilleur joueur du All-Star Game 94, meilleur marqueur du match avec 30 points. Franchement, qui l'eût cru? La saison dernière avait été pénible. Pour la toute première fois de sa carrière, il terminait le championnat de France à moins de 10 points de moyenne. À l'arrivée, après 11 ans d'amour parisienne, 4 au Stade Français, 7 au Racing, c'est le divorce. Pour beaucoup, c'était la fin de Dub, d'autant plus que ses stats étaient en baisse constante depuis 88. Pire encore, en début de saison, il n'a pas de nouveau club. Et c'est finalement Sceaux qui l'engagera comme joker. Et pour quel résultat? En fait, il ne manquait à Dub qu'un contexte favorable. Il faut jouer avec Dub, il faut jouer pour Dub. Hervé n'est pas du tout difficile à coacher. Le problème, c'est de coacher les autres joueurs, c'est-à-dire de faire en sorte que les autres joueurs acceptent sa personnalité et sa façon de faire. C'est un joueur qui rend beaucoup à l'équipe dans la mesure où il est capable de scorer entre 20 et 39 points, comme il a fait cette année. Donc je crois que l'équipe a tout intérêt à avoir un Hervé Dubuisson très productif, mais c'est vrai que quelquefois, ça pose de petits problèmes d'entente avec d'autres joueurs qui, eux, estiment qu'ils ne sont pas coachés de la même façon qu'Hervé Dubuisson. Ça a été le cas cette saison ou est-ce que ça s'est passé sans aucun problème? Non, ça s'est très bien passé dans la mesure où, il faut le reconnaître, on avait une certaine crainte par rapport au maintien en Pro A. Donc on n'avait pas énormément d'atouts et il fallait absolument faire en sorte qu'Hervé Dubuisson soit à son maximum pour que l'équipe de Sceaux puisse figurer dans ce championnat d'une façon honorable. Et je crois que les joueurs, malgré quelques petites difficultés, mais rien par rapport à ce qui aurait pu se passer, je crois que la majorité des joueurs a accepté que les choses se passent de la sorte. C'est vrai que les 21 points de moyenne à Sceaux n'auraient peut-être pas été possibles ailleurs. Si les joueurs se sont mis au service d'Hervé Dubuisson, ce n'était pas vain, puisque Dub a amené les victoires et la médiatisation. Ça aussi, c'est important. Alors Hervé, partout où on passe, est connu et reconnu, que ce soit dans les halls de gare, dans les aéroports et évidemment dans les salles de basket. Alors, je pense qu'il a apporté énormément au niveau médiatique cette année à l'équipe de Sceaux, qui était une petite équipe et une équipe inconnue. Hervé Dubuisson a fait en sorte que cette équipe soit médiatisée et je dois dire qu'on a parlé très souvent de Sceaux, peut-être plus que ce que ses résultats l'auraient mérité d'ailleurs. Ce poste-là, il est laissé. Et pourtant, ces résultats, ils sont excellents. Voilà une équipe promue qui compte le plus petit budget de Pro A, 10 millions seulement, et qui se permet de terminer la saison à la 10e place, avec 10 victoires, devant notamment Levallois et Jet Lyon. Et là encore, qui pouvait croire en début de saison à un tel parcours? Oui, je crois qu'elle a fait un parcours parce que bon, c'était une équipe qui avait envie de prouver quelque chose, que ce soit au niveau collectif ou au niveau des joueurs tels Brad Sellers, Grelin Warner et Hervé Dubuisson, il faut le reconnaître, qui n'étaient pas pris cette année par d'autres équipes. Donc c'était des joueurs revanchards
une équipe qui avait tout approuvé dans la mesure où la plupart des spécialistes disaient que cette équipe ne tiendrait pas en Pro A. Et ça a permis de créer un état d'esprit qui explique en partie les bons résultats de cette saison. C'est vrai que les deux Américains ont présenté cette saison l'un des meilleurs rapports qualité-prix du championnat de France. Brad Sellers d'abord. Il a joué plusieurs saisons aux côtés de Michael Jordan chez les Bulls de Chicago. Joueur du bout du banc en NBA, il s'est révélé très efficace en Pro A. Sellers est tout simplement le meilleur rebondeur du championnat de France, avec près de 11 prises par match. Grelin Warner aussi, le lévrier des Mauges qui a enchanté Cholet pendant 6 ans avant de partir pour la Grèce. C'était son retour en France cette saison. Il termine l'exercice 93-94 à la 6e place des marqueurs de Pro A, plus de 21 points par match, et 4e rebondeur avec environ 9 prises de moyenne, plutôt complet. Avec ses 3 revanchards, Dubuisson compris, comme les appelle Alain Weiss, Sceaux a été l'une des révélations de cette saison. Tout le monde s'est battu pour faire durer la belle aventure, mais le club parisien s'est fait rattraper par ses problèmes. Problèmes financiers, bien sûr, qui font disparaître le club de la Ligue professionnelle. Ça a quelque chose d'extrêmement frustrant, de terriblement désolant, mais ça ne changera rien. Les enfants ne riront plus à l'Agora d'Evry. Sur 3617 Eurydiel, consultez la carte nationale d'identité des entreprises. 3617 Eurydiel, le registre national du commerce et des sociétés. Philly Shave, pour le papa qu'on aime en vous. Finalement, quelle est la meilleure photo? Celle qui se contente de ressembler à la réalité ou celle qui se confond totalement avec elle? La réponse est simple. Fujicolor Super G. Vos photos sont si vraies que c'en est incroyable. Et là, à quoi penses-tu? Au fait que pour 137 000 francs, nous avons une vraie voiture de président. Les avantages sans les inconvénients. Du 6 au 18 juin, les coups de folie Renault, c'est encore moins cher que moins cher. Égoïste. Tu n'es qu'un égoïste. Tu sais bien qu'à la trace, je te suis comme un chien. Prends garde qu'un jour prochain, je ne vole ton parfum pour prendre enfin ta place, égoïste. Pour l'homme. Égoïste Platinum pour l'homme. Charles Barkley, Pat Ewing, Michael Jordan. Les plus grands joueurs de la NBA s'éclatent en vidéo. Des images exceptionnelles et inédites, un rythme d'enfer. Barkley, Ewing, Jordan, les meilleurs de la NBA, enfin en vente en vidéo. Du côté d'Antibes, le pari était sacrément difficile. On a décidé de changer la moitié de l'équipe à l'intersaison pour retrouver à terme un titre de champion de France déjà gagné auparavant en 1991. Pari tenté, pari réussi, c'est le renouveau antibois. À Antibes, en ce début de saison 93-94, les Pom-Pom Girls n'ont pas reconnu grand monde. De tous les joueurs qu'elles encourageaient régulièrement l'an passé, il n'en reste même pas la moitié cette saison. Il a fallu s'y faire. Leurs idoles sont parties. Exit donc Lee Johnson, Stretenovic, Okansé, Bonato, Georgie Adams ou encore Jim Daines. Ça fait beaucoup. Oui, on a décidé de faire table rase du passé à l'espace piscine. On a fait un remaniement qui s'imposait par rapport à la saison dernière et je crois que le pari n'est pas en passe d'être gagné, mais il est bien entamé et je suis très très content. Le président Trichot nous a donc concocté une équipe complètement remaniée. Voilà les têtes que la mascotte a découvert cette saison. Billy Joe Williams, lui, arrive de Montpellier. Arrivé en tant que joker d'ailleurs, après le départ de Ian Barbich pour l'université de Georgia Tech. George Montgomery, il vient de Gravelines. Big George, super rebondeur, mais il marque aussi, puisqu'il a été le joueur le plus adroit en championnat en 90. Jean-Philippe Metelli, lui nous vient de Montpellier, c'est un international à prime, spectaculaire, c'est un excellent smatcheur.
Frédéric Daumont, en provenance de Pau-Orthez. Cet intérieur de 31 ans avait évolué 6 ans à Nancy. Ron Davis, il vient de Roanne, c'est un scoreur fou, auteur une fois de 61 points dans un match en France. Davis est naturalisé, il a 33 ans. Et enfin, last but not least, lui vous ne le connaissiez pas auparavant et pour cause. David Rivers vient tout droit de CBA. Ce meneur formé à l'université de Notre-Dame est un joueur très spectaculaire. Avec Rivers, c'est showtime sur la côte. Rivers, vous l'avez compris, est un joueur enthousiasmant, l'homme qu'il fallait pour orchestrer l'attaque antiboise et dynamiter les défenses adverses. L'attaque, tiens, justement, puisqu'on en parle, c'est le mot préféré de Jacques Monclar. Parce qu'il faut le savoir, si les têtes ont changé à Antibes, le jeu, lui, n'a pas bougé d'un iota. Monclar, à la tête de l'équipe azuréenne depuis 5 ans maintenant, n'a qu'une philosophie, le jeu rapide. Et si on peut faire le spectacle en même temps, ce n'est pas plus mal. OK, double box. Allez les gros, allez, on lâche pas. Oui, et quand les gros appliquent les consignes à la lettre, c'est quand même terriblement efficace. Regardez le jeu rapide dont on parlait à l'instant, le voilà. Si le repli défensif n'est pas rigoureux face à Antibes, c'est tout de suite Waterloo. Un autre exemple, il suffit de demander. Et voilà le travail. Vous avez vu le jeu rapide, regardez maintenant le spectacle. Quand on parle d'attaque explosive, on parle de ça par exemple. Ou de ça encore. Allez, un petit dernier pour la route et on s'en va. Merci messieurs. Mais il y a au moins une chose qui a changé par rapport à la saison dernière, c'est la défense. Auparavant, l'Olympique d'Antibes était sponsorisé par les fromages suisses, bien tendres, avec des trous partout. Cette année, Monclar a mis sa tenue de maçon. Il a cimenté tout ça. Ça n'est plus la même histoire et c'est sans doute ce qui a fait la différence cette saison. Même si ici l'arbitre a sifflé la face descendante de la balle, c'est quand même l'intention qui compte. Enfin, pour terminer, on ne pourrait pas parler d'Antibes sans évoquer Stéphane Ostrovski. Le grand Steph a maintenant 31 ans passés, mais il garde tout son mordant. Ostro, cette saison, c'était quand même le meilleur marqueur de son équipe avec plus de 20 points par match, mais aussi le meilleur rebondeur français du championnat avec plus de 7 prises en moyenne. Il détient même le record de la saison avec 21 rebonds en un seul match. C'était au mois de mars face à Lyon. Pour conclure, on peut affirmer sans crainte que le président Trichot et Jacques Monclar ont réussi leur pari. Le pari d'une équipe largement renouvelée. Une formation New Look qui, à l'arrivée, décroche une place en championnat d'Europe des clubs. Les Antibois terminent 2e du championnat de France, mais franchement, derrière les Limougeaux, était-il possible de faire mieux ? Sur ces 11 dernières années de championnat, il faut savoir que l'équipe d'Antibes a quand même été la seule à briser l'hégémonie de Limoges et de Pau-Orthez avec son titre qui date de 1991. Pour toutes les autres années, depuis 1983, ça a été à chaque fois soit le CSP, soit l'élan béarnais. Deux équipes que l'on retrouve ici en demi-finale. C'est leur 53e affrontement. Limoges contre Pau-Orthez, ça a été le grand duel des années 80. C'est en passe de devenir le grand duel des années 90. C'est ce que l'on appelle en général une finale avant la lettre. Limoges, Pau-Orthez, duel éternel. Grosse surprise avant même le coup d'envoi de cette première manche. La présence de Michel Gomez au milieu du public, bien loin du banc de Pau-Orthez. La raison, elle est simple. Le coach de l'élan béarnais avait écopé le samedi précédent d'une disqualifiante avec rapport arbitral. C'était lors d'un match face au PSG Racing. En son absence, c'est son adjoint Frédéric Sarr qui coach. Nous sommes ici dans les premières secondes du match. Regardez bien ce panier, c'est le premier de la rencontre. Pau-Orthez mène 2-0, c'est le plus gros écart en faveur des Béarnais. Après, c'est fini pour l'élan. Les Limougeaux rappellent qu'ils sont les meilleurs défenseurs en Europe. Ici, en demi-finale du championnat de France, ils ferment définitivement la porte grâce à Bilba et Vérov notamment, entre autres. Et l'ambiance, eh bien, elle est telle qu'on l'attendait. Tendue, puis explosive. Ça commence entre Demori et Danny Young. Et déjà, regardez bien Marcus Webb
vient s'en mêler. De son côté, Michael Young fait abstraction de la lourde atmosphère et se régale. Excellent encore une fois avec un total de 15 points en première mi-temps. Cette première manche tourne progressivement au cauchemar pour Frédéric Sarr assisté de Didier Gadou. De toute façon, quand Michael Young rentre des tirs pareils, il n'y a rien à faire. Mais c'est vraiment la défense du CSP qui a fait la différence sur les 20 premières minutes. À la pause, l'élan béarnais n'a inscrit que 18 points, une misère. À ce rythme, Pau Orthez était parti pour boucler sa première demi-finale avec moins de 40 points. C'est une équipe qui a l'impression qu'on lui a enlevé la tête et qui est un peu timorée, qui cherche ses repères. Et disons qu'on a fait quand même pas mal d'erreurs, pas mal de pertes de balles, un peu dominé au rebond, des absences défensives. Et je crois que les joueurs vont peut-être montrer un deuxième visage un peu mieux en seconde période et préparer cette deuxième période va nous permettre de préparer le match retour. Dans la bouche de Michel Gomez, c'est donc clair, il n'y a plus d'espoir en ce qui concerne l'issue de cette rencontre. Et pourtant, Pau Orthez se réveille, ce n'est déjà plus le même match. C'est une bonne surprise car les Béarnais évoluent quand même sans Frédéric Guinaud, blessé après seulement 2 minutes de jeu. Des nouvelles de l'ambiance encore? Pas franchement plus rigolard qu'en première période. Cette fois-ci, c'est Marcus Webb qui n'apprécie pas vraiment de se retrouver à terre face à Frank Buter. Webb est un joueur très doué, mais un tantinet caractériel. Peut-être est-ce pour ça qu'il s'était fait virer de son université, puis des Celtics de Boston quelques années plus tard. Enfin, ce choc Webb-Buter, ce n'est que le début d'une longue histoire. De son côté, Michael Young est stoppé net dans sa belle partie. Sur ce passage en force, il prend sa 4e faute. Il sera logiquement remplacé par son coach, Bozidar Maljkovic. Vraiment, ça n'est pas le meilleur moment avec des Palois qui reviennent bien. L'écart qui était de 19 points à la mi-temps est maintenant de 11. Et on recommence à y croire. Ici, au cœur de la remontée, le jeune Ronnie Coco. Le tournant du match, le voilà, avec la suite de l'histoire Webb-Buter. C'est l'explosion à Beaublanc. Quelques gifles échangées entre les deux Américains de Pau et Frank Buter et une mêlée générale. Et curieusement, les forces de l'ordre, oui, les forces de l'ordre qui arrivent sur le parquet pour calmer tout le monde. On aura tout vu. Webb et Buter vont chacun prendre une disqualifiante, mais regardez bien le ralenti qui va suivre. Pat Durham aussi aurait dû en prendre une. Pas obligé de jouer à Colin Maillard avec le pivot du CSP. Durham n'était même pas concerné par l'histoire. En tout cas, cette double expulsion va beaucoup plus pénaliser Pau Orthez que Limoges. D'une part, le banc est beaucoup plus fourni chez les champions de France. D'autre part, Webb est essentiel à l'élan béarnais, alors que le CSP peut se passer de Frank Buter. Il y a du monde. Dès lors, c'est terminé pour les Palois. Ils ne reviendront pas. Limoges s'impose finalement de 10 points, 62-52, et mène une victoire à 0 dans cette série demi-finale. Même s'il y a 10 points à la fin, ils sont très bien revenus en deuxième mi-temps, ils ont joué physique. Bon, c'est dommage qu'il y ait eu le petit incident, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux et d'envie de gagner que des fois ça déborde un petit peu. Direction le Palais des Sports de Pau pour la revanche. Une salle de 8000 places archi-comble et encore toutes les demandes du public n'ont pu être satisfaites. Parmi les personnalités présentes, Madame le ministre Michel Alliot-Marie. Première information, Frank Buter et Marcus Webb sont présents. La Ligue a décidé de ne pas les suspendre. C'est une bonne décision. Il est toujours préférable que la demi-finale retour se joue sur le parquet plutôt qu'en coulisses. Deuxième information, Michel Gomez est de retour sur le banc lui aussi, après avoir purgé sa suspension à Limoges. Surprise, en début de match, Michael Young est laissé sur le banc par Bozidar Maljkovic. Il faut quand même avoir une équipe extrêmement forte pour se permettre ça. À domicile, les Palois commencent très bien leur match. Pour leur répondre, Michael Young arrive sur le parquet, forcément.
Mais la différence entre ce match retour et le match aller de Limoges, c'est la prestation de Howard Carter. À Beaublanc, le franco-américain avait marqué 3 points en 35 minutes et un pourcentage ridicule, 1 sur 7 au tir. Extraordinairement faible pour l'un des meilleurs shooters du championnat. C'était la déception. Ici, à la maison, c'est bien différent. 15 points avec un 5 sur 8 au tir. C'est lui qui permet notamment à son équipe de mener de 9 points à la mi-temps. 35-26. Ben, disons qu'on a pris le match par le bon bout. On a eu quelques petits ratés, mais dans l'ensemble, on joue comme très collectif. Et Howard Carter est toujours là, heureusement. Limoges est contracté. Je crois qu'on va assister à une deuxième mi-temps un peu plus débridée. Une deuxième mi-temps qui sera surtout marquée par le retour du CSP dans le match. Et malgré le soutien de son public très nombreux, Pau Orthez sera incapable de gérer sa petite avance. L'écart, qui est de 15 points à la 25e minute, n'est plus que de 2 points à moins de 2 minutes de la fin. Suspense exceptionnel, on retrouve le match dans les conditions du direct. C'est un finish époustouflant. Quel ballon, on essaye de lui faire une faute. Hey, Hughes, il va faire ça. D'accord. Hey, switch. OK. Switch maintenant. Hands up, switch hands up. Hey, no facture shot 3 points. OK, hands up. Vraiment, hey, s'ils mettent le panier en mise en jeu, on essaye d'aller vite. D'accord. Non, pas tout de suite, ils vont tourner. Ils vont shooter à 25 secondes, les gars. Hey, switcher. Hey, one switcher. Hey, no second ball. Quel bon, Marcus. La tension est à son paroxysme et ça n'est pas exagéré, ça n'est pas un cliché. Il reste 38 secondes à jouer. Pau Orthez mène de 2 points. Pau Orthez doit s'imposer, on vous le rappelle encore une fois, c'est important pour pouvoir disputer une belle à Limoges mardi. Un match qui serait sur Eurosport, mais on n'en est pas encore là. La possession pour le CSP. Vous avez compris, Michel Gomez ne veut pas que Pau laisse la moindre possibilité à 3 points. Et le public commence à se lever. C'est le moment de vérité. Avec Michael Young. À 3 points, il est très dur. Il rentre. C'est un panier incroyable de Michael Young. Panier incroyable. Limoges mène d'1 point. Il reste 10 secondes à jouer. Attention. Pau Orthez est en train de laisser échapper sa finale. Marcus Webb. Au centre, Gadou. Gadou, ça rentre. Le public est en délire. C'est fini. Pau Orthez s'impose. 63-62, passe de Marcus Webb pour Thierry Gadou et l'équipe de Pau Orthez qui a froid à sa belle. Alors Thierry, raconte-nous ce dernier rebond et ce panier décisif extraordinaire. Oh non, je pense qu'il fallait jouer en fixation, il fallait prendre les intervalles parce que Limoges faisait toujours des trappes. Donc il fallait rentrer au milieu, c'est ce que j'ai fait. Bon, il faut un peu de réussite là-dessus, mais on a gagné, c'est important. Alors vous vous êtes souvent démarqué derrière la défense ce soir. On avait l'impression que Pau avait perdu un peu son rythme en deuxième. Mais à la fin, avec le courage. C'était difficile, parce que jouer avec une telle pression, on n'avait plus l'habitude. Limoges, quand même, il ne faut pas oublier, c'est l'être champion d'Europe. Et je crois que ce soir, on a fait un grand pas, surtout pour montrer qu'on a un élan retrouvé au niveau de la défense. Et puis je pense que mardi prochain, on n'a rien à perdre, on ira à Limoges en conquérant. Aller en conquérant à Limoges, ça n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, les choses sont claires, l'équipe qui s'impose va en finale. Bel enjeu. Trop d'enjeux d'ailleurs. Ce 3e match rentre dans la triste catégorie des rencontres où l'enjeu tue le jeu, justement. Sous les yeux de Michael Brooks, venu voir ses anciens coéquipiers, la partie donnera lieu à un festival de fautes, un florilège d'accrochages. Un total de 58 fautes, soit bien plus d'une toutes les minutes. Ça ne laisse pas beaucoup de place au spectacle. Et André Boniface qui doit penser que le basket n'est qu'un cousin germain du rugby. Jimmy Verhoff provoque Thierry Gadou. Il vaut mieux que ça, l'arrière du CSP en temps normal, peut être victime du contexte. Et dans cette médiocrité ambiante, on ne voudra retenir que l'un des rares beaux gestes du match. Regardez. Merci Marc, ça fait du bien.
Finalement, Limoges s'impose de 20 points, 88-68. Cette fois, c'est le CSP qui remporte cette nouvelle édition de la guerre des Gaules. Kouros, l'esprit de conquête d'Yves Saint-Laurent. Vous voulez ma ruine? Me faire payer ça à moi? Pas étonnant, ce dégât des eaux. Regardez. Votre mastic, pas souple, cassant. Par contre, voici le mastic Rupson. Souple, élastique. Il assure l'étanchéité pour longtemps. Avec Rupson, vous n'êtes pas prêt de me revoir. Mastic Rupson, simple à utiliser et à lisser. Vaincre l'humidité, seul Rupson vous l'assure. Dès lors, après l'obstacle Poorthèse éliminé, il y avait un double objectif pour les Limougeaux. D'abord, remporter la finale du championnat de France face à l'équipe d'Antibes. Aussi et surtout, remporter la première édition de la Coupe Robert Busnel qui succède à la Coupe des As. Le double sacre de Limoges. Lors du match aller de la finale du championnat de France, le CSP s'était imposé facilement de 19 points, avec un score peu commun pour les Limougeaux, 92-73. Match retour ici à l'espace piscine, avec des Antibois très motivés. Objectif, s'imposer pour obtenir le droit de disputer une belle. Malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent pas. Limoges est beaucoup trop fort en cette fin de saison, a fortiori dans le championnat de France. Et malgré les 16 points d'Ostrovski, pourtant blessé, c'est quand même le CSP qui va s'imposer. De 6 points l'arrivée, avec encore un score auquel on n'était pas habitué, 87-81. C'est le 8e sacre des Limogeaux en 11 ans, et c'est surtout le 2e titre en 2 ans pour le coach Bozidar Maljković. Le CSP boucle cette saison avec seulement 4 défaites, 3 en saison régulière, 1 en play-off, soit 2 fois moins que leur dauphin. Mais le parcours n'est pas terminé. Après le titre de champion, reste à gagner la Coupe Busnel pour le doublé. Une Coupe Busnel qui se déroule sous la forme d'un Final Four à la salle Pierre de Coubertin à Paris. Rescapé en demi-finale, Strasbourg, Mulhouse, le PSG, Limoges. Le tirage au sort a opposé les 2 équipes de Pro B et c'est Strasbourg qui s'est imposé. Quant aux Limougeaux, ils avaient toutes les raisons du monde de se méfier des Parisiens qui jouent ici à domicile. Et puis après tout, les joueurs de Chris Singleton s'étaient bien imposés en début de saison sur le parquet de Beaublanc. Mais là encore, comme en finale du championnat de France, le CSP est beaucoup trop fort. De plus, les joueurs sont archi-motivés. Robert Busnel était passé par le Limousin. Il avait participé à l'accession au plus haut sommet dans les années 80. Et cette demi-finale va tourner court grâce à un joueur, Michael Young. Encore une fois, le meilleur étranger du championnat de France va sortir un match de mammouth. Écoutez bien, sur les 31 premiers points de son équipe, il en marque 18, près de la moitié. Grâce à son adresse, le PSG est déjà relégué à 21 longueurs à la mi-temps. Michael Young terminera le match avec 31 points, 7 tirs à 3 points réussis et 80% de réussite au tir, 12 sur 15. Pour
l'instant, on a beaucoup de chance parce qu'on a, je crois, une adresse extérieure assez insolente. Je sais pas combien on a mis de panier à 3 points, mais... énormément. Ouais, mais énormément. Et c'est vrai que ça nous soulage énormément en attaque parce que à chaque fois qu'on a quelques difficultés à placer notre attaque, et ben, en dernier ressort, on a toujours un shoot à 3 points. Et ce soir, ça rentre. Donc c'est vrai que pour eux, c'est difficile de défendre ça, quoi. C'est vrai que celui qui en a mis le plus, c'est Michael Young. Quand il est dans ces jours-là, forcément, on peut jouer serein à côté. Bah, c'est vrai que bon, Mike, c'est certainement, même c'est le meilleur étranger de France. Et c'est un des 3-4 meilleurs étrangers d'Europe. Et je crois que cet après-midi, il a montré de quoi il était capable et pourquoi les dirigeants font tout pour le garder pour la saison prochaine. He's coming up every screen, catching the ball, getting a good look every time. We're not ready. Chris Singleton aura beau essayer de neutraliser Michael Young par tous les moyens, il n'y arrivera pas. Les Limougeaux se contentent de dérouler en fin de match. Même scénario qu'en championnat, le plus dur est passé avec ces demi-finales. Si on joue notre jeu, je pense pas qu'il y ait photo. Mais ce sera dur de rester concentré encore un match contre une équipe de Pro B, aussi talentueuse s'appelle, mais on va faire notre maximum comme d'habitude. Justement, à propos de concentrer, vous a senti très concentré dès le début, très sérieux et en plus une adresse phénoménale. Tout était là. Tout ce qui a été dit sur Limoges, sur ses problèmes de concentration, surtout ces derniers temps, c'était un peu que des paroles, hein, c'est des paroles en l'air. Vous savez, nous les joueurs, on est à Limoges, on est là pour gagner des titres. On est des champions, on aime gagner, on joue pour ça, on en bat pour gagner. Donc il n'y a pas de raison qu'on lâche une compétition qui apparemment nous était un peu vouée, destinée. Donc on va essayer de prendre le titre là où il est. C'est tellement bon après lorsqu'on contemple un palmarès de voir qu'on a été les premiers à gagner la Coupe Busnel ou autre chose. Donc le travail n'est pas terminé ce soir. On a encore une coupe à gagner demain et après vive les vacances. Hein? Oui Richard, mais avant les vacances, attention quand même en finale. Même si les Strasbourgeois étaient en Pro B cette saison, ils sont quand même invaincus jusqu'alors face à des équipes de Pro A. Victoire cette année sur Chalon, Levallois et 2 fois Le Mans en barrage. D'ailleurs, ça se vérifie dans le match avec la SIG qui tient bien le CSP. Égalité 31 partout à 3 minutes seulement de la mi-temps. Mais ça ne durera pas en deuxième période où Limoges va s'imposer sereinement, 83-66. À Paris, le CSP gagne sa Coupe Busnel. C'est un petit peu la récompense de tout le travail qu'on a fait. Évidemment, on a un petit regret au niveau de la Coupe d'Europe, parce qu'on n'a pas pu défendre notre titre au final fort. Mais bon, je crois que c'est complètement oublié. Le principal, c'était de conquérir les 2 autres titres, qui étaient le titre de champion de France, qu'on a gagné à Antibes, et puis donc ce trophée de la Coupe Busnel. Et je crois que ce soir, on est très content d'avoir fait notre travail, tout simplement. C'est donc le double sacre pour Limoges, le CSP qui en plus a forcé sa nature dans les 2 dernières lignes droites, Coupe et Championnat. Oui, on cherche de jouer un peu plus vite, de marquer un peu en contre-attaque, ce qui a été notre faiblesse par le passé. Et bon, ça paye un peu, on a un peu plus de jeux rapides, des paniers faciles, des smash. Mais bon, ça vient petit à petit, on n'a pas pu rentrer dans notre basket il y a 2 ans comme ça, par la grande porte, par le jeu euphorique. Mais petit à petit, on y vient et je crois que tout le monde y prend du plaisir. Et comme en 1993, encore une fois, le CSP Limoges de Bozidar Maljkovic aura tout gagné dans l'Hexagone. On va terminer cette rétro avec un sujet spécial. Le plus beau match de l'année, et on ose l'avancer, peut-être l'un des plus beaux matchs de l'histoire du championnat de France. C'était Pau Orthez face à Villeurbanne, dans la maison des sports de Villeurbanne qui était bien sûr pleine à craquer. Un soir d'hiver, il faisait froid dehors, il faisait tellement chaud dedans. Vous allez voir toutes les plus belles actions. Nous étions en compagnie de Georges Eddy, vous allez revoir ça dans les conditions du direct. Regardez, ça fait penser à la NBA. Oui, le championnat de France, c'est quelque chose de magique. Le match de l'année. Villeurbanne n'a perdu qu'une fois dans cette salle légendaire cette saison, in extremis face à Antibes. Un petit point d'écart effectivement à l'arrivée, 87-86 pour Antibes. L'unique défaite, et c'était à la mi-novembre. Depuis la mi-novembre, pas une seule défaite. C'est parti! Oh, bien lancé cette passe. Et à l'arrivée, 2 points pour Ron Curry. Ron Curry, l'autre star américaine de l'équipe de Villeurbanne. Meilleur smasher du championnat, plus de 2 dunks par match. Et c'est un homme timide, presque discret, mais adoré par les jeunes de ce public. On n'est pas passé loin du alley-oop là d'entrée de jeu. Et une nouvelle interception pour Ron Curry. Oh! Extraordinaire ce qu'on vient de voir là, messieurs, dames. Alain Digbo. Passe à une main. Un caviar et puis Digbo qui vole au-dessus des nuages. Wow!
C'est le show d'entrée, on vous avait prévenu. 6-0 avec Howard Carter. Marcus Webb qui appelle la balle. Marcus Webb se retourne et se fait contrer. Delaney Rudd, quelle passe! Oh man, this is unbelievable. On se croirait en NBA là. Encore un caviar, c'est quand c'est Rudd qui lance Curry. La flèche. J'ai parlé avec Rudd avant le match. Il m'a dit, attention, il y a la télévision. On va sortir le grand jeu, moi et Curry. Le rebond défensif pour Qu'est-ce qu'il va haut, ce Curry? Il va haut, il va très très vite. Wow! Mamma mia! On se régale! Woo! Marcus Webb! Wow, super aussi ça! Webb, il se dit, avec tous ces dunkers, pourquoi pas moi? Ah, c'était rageur, on en avait l'impression qu'il voulait monter sur le panneau. Thierry Gadu. Bonne passe à terre et puis Webb qui en rajoute un peu à la Charles Barkley. Oh, quelle belle passe! La passe était de Philippe Faury. Et elle était superbe pour Cirque Baguedi. Demory. À 3 points. Très fort. Et la rage de vaincre de Valérie Demory. Demory. Encore à 3 points, il a la main chaude de Demory. Oui, et Rudd défend trop loin. Il veut empêcher le jeu en pénétration et Demory profite déjà d'un écran de Vestris. Oui. Super. Selon, selon Greg Beugnot, c'est l'un des meilleurs 6e hommes du championnat. Parole de coach. Durham, malchanceux. 2 contre 1. Oh, ça va peut-être finir en ce match, ça. Belle fête, superbe. C'est Laurent Pluvy. Il est tout jeune, il a déjà du culot. Regardez, 20 ans seulement. Super feinte de passe et il marque main gauche. Delaney Rudd avec à l'arrivée Laurent Pluvy. Yeah! Ça fait au moins 3 dunks déjà pour le meilleur smasher du championnat qui va au-dessus de tout le monde. Il est un mètre plus haut que tout le monde. Regardez, ceux qui sont au 4e rang derrière, ça n'est pas surélevé par rapport au premier rang. On leur souhaite bon courage pour apercevoir quelque chose. Ça, c'est la passion du basket. Regardez le petit jeune homme là à côté du panneau publicitaire. S'il tient comme ça tout le match, c'est parfait. Laurent Pluvy. Oh! Rainbow shot, tir arc-en-ciel. Le score, il est de 37 à 35, alors que les deux équipes retournent au vestiaire. À mon avis, cette deuxième mi-temps va vraiment valoir notre attention. C'est parti dans une seconde. Oh! Get back, baby! D.Allen Digber. All right. Quel jump! Oh, c'est reparti maintenant. Demory qui joue rapidement. Ah, bien revenu. Un peu téléphoné pour Gadou. Attention, le dunk peut-être de l'autre côté. Le lay-up de Laurent Pluvy. Comme au début de match, avec quelques passes extraordinaires de Delaney Rudd, des caviars pour ses coéquipiers qui partent comme des flèches en contre-attaque. On parlait de repli défensif, mais c'est vrai que c'est difficile avec un jeu tellement rapide que celui produit par Villeurbanne. C'est vraiment une défense de zone de l'équipe de Portez. Wow, beaucoup de zones. C'était les deux encore. Delaney Rudd, Rod Curry. Le meilleur passeur du championnat et le meilleur dunker du championnat. Quel tandem!
Balle récupérée par Delaney Rudd. 3 là, ils vont contre y aller, 2. là. Oh, c'est extraordinaire. Super! Quelle droité! Passe au lobé clairvoyante. Il attrape à une main. Il a le feeling, ce Curry, autant que le passeur de Delaney Rudd. C'est enthousiasmant ce jeu. Gomez prend sa chance, Gomez, il a raison. Les jeunes ne respectent plus rien. Oh, c'est fabuleux de voir tous ces jeunes culottés. C'est vraiment l'avenir du basket français. Digbe. Oh, c'est génial! Le culot! C'est incroyable. Ce sont des joueurs qui ont 20 ans qui prennent le match à leur compte. Digbe répond à Gomez. Exceptionnel. C'est fabuleux, vraiment. Oh. Interception de Ward Carter, de Morey. Joue avec Gomez. Et un super retour de Ron Curry qui joue rapide. Oh là là, dans tous les sens. Tir de loin, ça rentre pour Delaney Rudd. C'est pas loin du match le plus spectaculaire de la saison sur Eurosport en championnat de France. On est heureux d'être là et vous aussi probablement avec nous. Encore une interception pour Villeurbanne. Il est tout sur des gars. Oh, c'est incroyable. Je l'ai jamais vu ça en championnat de France. Bon, j'ai une petite carrière, mais là, franchement, c'est fou. Comme on disait à l'époque du Dream Team, dans chaque geste, il y a un tout petit peu de l'inoubliable. Craig Bugno, le maître à penser. Curry avec Forêt. On le rappelle, Georges, l'équipe de Villeurbanne s'était imposée à l'extérieur en match aller. Oh, chacun son tour. Festival de dunk. C'est la fête. Et il s'amuse. La tête de Philippe Forêt après ce match réussi. Et surtout, il joue bien. Surtout, il joue bien. Le dunk de Ron Curry. Encore un. 8 secondes pour tirer. C'est gagné. Victoire de Villeurbanne. Ouais, le dunk final de Digbe, l'homme du match. « 21 points, Georges, pour Digbe. Le public est debout. Les deux coachs se félicitent. Belle sportivité. Victoire 88-75 pour l'équipe de Villeurbanne face à l'équipe de Poorthez. Villeurbanne au classement rejoint justement cette équipe de Poorthez. C'est du délire sur le parquet. Georges, vous êtes avec Greg Bugno. C'est le délire, Greg. C'était un match vraiment extraordinaire. Ouais, je crois que les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, vu le handicap qu'on a avec 2 ailiers de blessés. Et c'est agréable de voir des gamins qui évoluent à ce niveau-là. On a des bras, un peu de folie, c'est vrai. Mais bon, les gens ici, ça leur plaît, les gens reviennent parce qu'il y a un peu de spectacle. On essaiera de continuer dans cette voie-là. Je vous laisse goûter la joie avec l'équipe qui revient sur le terrain. Bravo, Greg. Voilà, c'est terminé pour cette saison 93-94. On se donne bien sûr rendez-vous à la rentrée pour savoir qui succédera au CSP Limoges pour le titre de champion de France. Ce sera sur Eurosport. Nous aurons une couverture exceptionnelle. Passez un bon été. On se voit bien sûr à la rentrée.
C'est incroyable.